Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un gros, comme un champion de monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche Raqui au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Merci en tout cas à vous pour votre présence. Cette semaine, elle va être un petit peu spéciale parce qu'on aura la chance d'avoir deux émissions, donc celle ce soir bien sûr avec quatre invités et une, je crois, jeudi, on va parler de nutrition sportive avec Alexandre Dallot. Donc en tout cas, on a hâte de pouvoir vous proposer cette émission jeudi. Avant de recevoir notre première invitée, Cindy Royer, je voulais revenir avec vous sur quelques événements de ce week-end, notamment du biathlon avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet du côté d'Oberhof en Allemagne sur la poursuite. Troisième succès de rang sur ce style de course pour lui, pour le Grand Vallier, donc grosse performance. C'est le premier podium de sa carrière, sur le site allemand d'Oberhof, donc on va dire qu'il met de côté la malédiction de ce site. Il prend par la même occasion d'ailleurs le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, donc bravo à toi, j'espère que il aura l'occasion de venir un jour dans le média, je lance l'invitation en tout cas, s'il veut venir, avec grand plaisir, 5-10 minutes pour revenir un petit peu sur son début de saison. Et aussi, deuxième actualité du week-end, c'était les championnats de France de cyclocross, je crois qu'il va lieu du côté de Liévin, avec Fabien Doubet, le Jurassien, qui a terminé troisième de la course élite le dimanche. Il a déjà fait troisième l'an dernier, il me semble, donc 2 fois médaille pour lui, donc c'est top. Et la veille, le samedi, avec la délégation Bourgogne-Franche-Comté, ils ont réussi à obtenir le titre national. Alors dans les rangs de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, il y avait notamment 2 autres Jurassiens, Gabin Clerc et Lauriane Durafour, qu'on avait déjà eu sur le média. Et pour terminer, il nous reste 2 minutes avant le début de notre invité. Je vais juste mettre une petite oreillette. Pas gêné. Alors je le disais, avant d'accueillir notre invité, Cindy Royer, petites infos sur le basket. C'était la reprise de ce week-end en National 2 avec la victoire des Lédoniens au forceps face à Prissé-Mâcon 70-64. Le 7e succès de la saison qui leur permet de monter provisoirement sur le podium. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour eux. En revanche, c'était un peu plus compliqué pour les filles en National 2. Défaite à Marseille, 61-56. Hugo Pélissard y était, je crois, avec un début de deuxième quart-temps qui a été difficile parce qu'elles ont encaissé un 14-4 et alors qu'elles revenaient après la pause, elles ont pris un 10-0 en fin du troisième quart-temps, donc c'était un petit peu rédhibitoire. Elles sont 9e de la poule. Et enfin, en National 3, c'était aussi la reprise pour nos 3 clubs jurassiens. Défaite de Montmoreau à domicile face à Chenauve après prolongation, 79-80. Face à la meilleure attaque de la poule, Chenauve. Alors c'est un peu dommage, les Cataruls l'avaient emporté au match aller, 65-59. La rencontre a été très serrée tout le long. Voilà, ça a tourné pour Chenauve. Alors Montmoreau est 7e du classement de la poule L avec 6 matchs, 6 victoires en 12 matchs. Et dans la poule K, donc ça se resserre parce que Jura Salin, le leader, ils sont tombés à Mirecourt, 84-82 après prolongation également. Donc les prolongations, elles tournent pas du côté des Jurassiens ce week-end. Alors salut Ludo. Le coach d'ailleurs, il voulait vite oublier ce match. Reggiali qui disait j'ai pas reconnu mon équipe. On savait que ça allait être compliqué, mais il y avait la place pour passer. Finalement, c'est le moins mauvais qui a gagné. Alors c'est un coup dur pour Salin parce qu'une défaite dans les Vosges comme ça, il y avait moyen de passer comme il le dit. Donc c'est un coup d'arrêt. En tout cas, la bonne affaire elle est pour Poligny. Poligny qui malgré le fait qu'il soit affaibli par l'effectif. D'ailleurs, ils ont fait jouer leur coach Vincent Germain. Ils sont imposés face à Rixheim à domicile 97-74 avec 2 points de Vincent Germain. Donc Poligny revient sur les talons de Salin qui sont 2e du coup. Les 2 équipes jurassiennes sont 2e. Et il y a une victoire d'écart avec Furdernheim qui est en tête. Voilà. J'ai tout dit pour le basket. On va accueillir Cindy qui doit être présente. Alors, si vous avez des questions, on va parler de boule lyonnaise. Alors, je pense qu'elle s'est connectée avec son compte. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à poser à Cindy sur la discipline. C'est l'occasion. Bonsoir Cindy.
Salut Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer j'allais dire les boules lyonnaises, mais non, les boules anglaises. C'est ça. Avant de débuter, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis d'où tu viens? Et ben, du coup, déjà merci à toi de m'avoir proposé cette interview pour parler un peu de la boule anglaise. Et ben, du coup, moi, c'est Cindy Royer, j'ai 32 ans, je viens de Polilly. Je travaille dans un magasin de distribution pour les fournitures agroalimentaires qui s'appelle Sogébule. Et du coup, on vend tout ce qui est fourniture pour les fromageries, brasseurs et compagnie. Et du coup, donc, moi, ça fait plus de 25 ans que je pratique la boule lyonnaise. Et du coup, eh ben, maintenant, ça fait quelques années, là, depuis 5 ans, que je joue aussi à la boule anglaise. Alors, quand j'ai posé la question la semaine dernière aux internautes de me proposer une discipline que j'avais jamais encore couverte dans le média, Hugo Pélissard, que je salue, je crois qu'il doit être en direct, il m'a parlé de ton Hugo, ouais. sport, la boule anglaise. Alors, c'est vrai qu'on connaît la pétanque provençale, les boules lyonnaises, comme tu l'as dit, ça fait plus de 20 ans que tu en fais. Mais là, c'est vrai que j'ai un petit peu séché sur ta discipline, les boules anglaises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, parce qu'on connaît pas trop, quoi. Là, exactement, c'est un sport qui est vraiment pas connu en France. Enfin, déjà, comme le nom l'indique, c'est boule anglaise, donc ça touche beaucoup les pays anglo-saxons. Ouais. Mais c'est un sport vraiment qui a le mérite d'être connu, donc vraiment, c'est super qu'on puisse en parler ici. Parce que c'est un sport où il y a vraiment des millions de pratiquants dans le monde entier. C'est un sport qui Ça fait dépasse même combien? À euh, peu près combien tu sais pas, non? ouais, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais vraiment beaucoup, à tel point pour te dire qu'il y en a plus que la pétanque et que la boule lyonnaise également. Donc c'est vraiment un sport intéressant. Et c'est un sport qui est candidat pour les JO en 2032. Ok. Donc c'est pour ça, c'est chouette que nous, on puisse pratiquer en France. Et en fait, c'est grâce à des passionnés de la boule lyonnaise et de la pétanque qui ont amené la boule anglaise en France récemment, du coup. Alors, c'est quoi la différence entre les boules lyonnaises? On le voit généralement, les boules lyonnaises. Moi, j'ai l'image dans une salle où les gens ils courent et ils lancent après la boule, ils imitent. La différence avec la boule anglaise, c'est quoi un petit peu les. Et Je ben, crois que le terrain est pas le même. C'est quoi? ça a vraiment rien à voir de la boule lyonnaise. C'est vraiment un sport très différent. Bah, je vous ai déjà emmené à tous mes petites boules. Ah, Petites très boules, bien. même plutôt grosses boules. Ouais. Ça fait 1,5 kg. Et on voit, elle n'est pas tout à Ok. fait ronde. Je ne sais pas si on remarque vraiment, mais elle n'est pas ronde. Elle est demi-sphérique. Et en fait, on a un petit poids et un gros poids, ce qui permet en fait à la boule de faire des courbes. Donc on joue vraiment sur des terrains lisses, mais à chaque fois, c'est des courbes. Donc c'est pas comme à la lyonnaise ou à la pétanque, enfin quelconque sport où on envoie la boule, elle va tout droite. Là, vraiment, ça fait des courbes. Et la grosse différence, c'est qu'on joue sur des terrains entre 23 mètres au minimum et jusqu'à 40 mètres. Alors que Oui, j'ai vu en préparant l'émission, effectivement, ouais, alors que la pétanque, c'est beaucoup plus petit, hein, la pétanque, c'est même la entre boule. 6 et 12 mètres et la Mhm. lyonnaise, c'est entre 12 et 20 mètres, on va dire. Donc, Et cette différence de format, Cindy, ça, du coup, c'est un incident, j'imagine aussi ça demande encore plus de précision entre guillemets. Enfin, c'est quoi un petit peu les facultés dans cette discipline par rapport oui, aux autres qu'on a cités? ça demande plus de précision dans le sens de l'analyse vraiment Mhm. de la distance qui est du coup plus longue. Et vraiment, la différence, c'est là, on va plus se rapprocher, on va dire, du bowling, puisqu'on la lance vraiment à ras le sol, près de notre pied, et on la lance lentement. Et c'est un mélange aussi avec du billard, du curling, parce qu'on s'aide avec les autres boules qui sont sur le terrain pour vraiment pour jouer avec, pour qu'elles bifurquent, vu que c'est vraiment que des boules qui font des courbes par la droite ou par la gauche. Lors des Jeux paralympiques, moi, j'avais vu une discipline alors qui ressemblait un petit peu à la pétanque, mais avec des personnes avec des handicaps. Et pareil, ils balançaient la boule avec un lanceur. Ils analysaient un petit peu. Mhm. Vous, sur la boule anglaise, il y a une phase d'analyse avant le lancer. Vous avez combien de temps pour pouvoir jouer? Alors, on a 1 minute, mais par Mhm. contre, il y a des règles très différentes. C'est que on n'a pas le droit de se rapprocher. Alors, nous, c'est pas un but qu'on appelle, mais c'est un jack. J'en ai juste un là, donc c'est assez gros, hein.
Ça fait 7 Alors, c'est pas le cochonnet, du coup, alors. C'est ça. Ni le cochonnet, ni le but. Ça s'appelle un jack. Et il fait 7 cm de large. Parce que c'est vrai qu'à 40 mètres, eh ben, faut qu'il soit quand même assez gros pour qu'on puisse le voir. Et là, la boule, elle fait 10 cm comme ça et 12 cm dans l'autre sens, quoi. Et il y a des postes spécifiques sur cette boule anglaise parce que Oui, on le sait, il y a des pointeurs, il y a des tireurs c'est ça. dans la pétanque. Mais vous, c'est quoi? Il y a des postes spécifiques aussi? Alors nous, c'est des postes spécifiques. Donc, on a le premier joueur qui s'appelle le lead et le dernier joueur qui s'appelle le skip. Et du coup, pendant toute une partie, le joueur ne peut pas changer de position en fait. S'il est skip, il reste skip toute la partie. Et le leader, pareil. Et ça, on ne peut pas changer en cours de jeu. Et la très grande différence aussi de ce sport, c'est qu'on joue toujours en alternance avec l'autre équipe. C'est-à-dire que même si on a le point sur le terrain, et c'est quand même à nous de jouer, si c'est à notre tour, on joue toujours en alternance. Ce qui veut Et dire c'est pas déstabilisant? c'est Non? très déstabilisant, si, bien Ouais. sûr. Parce qu'en fait, on peut très bien avoir 5 points sur le terrain et se retrouver avec la dernière boule à justement on se prenne 3 points ou en tout cas de ne plus marquer, quoi. Et en termes de points, justement, tu parles de points. Il y a, on sait que dans la pétanque, c'est 13 points. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop potassé dans ta discipline, mais pour gagner une partie, il faut inscrire combien de points, du coup, chez vous? Alors nous, ça dépend si on joue en individuel, en doublette, en triplette ou en quadrette, parce que ça joue sous tous les formats. En individuel, ça va en 21 points. Et dans les autres compétitions, que ce soit doublette, triplette, en général, on joue en 7 mènes et pas en nombre de points. Donc en fait, on fait 7 passes. Et donc du coup, celui qui a le plus de points qui rapporte la passe. Et on refait une seconde passe. Donc on remet les compteurs à 0. Et c'est de nouveau là, donc l'équipe qui a le plus de points qui remporte la passe. Et par passe, en général, on gagne 2 points, du coup. Donc, on peut faire 4 points, on va dire, sur une partie. D'accord. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de base, tu viens de la boule lyonnaise. À quel moment tu as découvert un petit peu cette discipline, les boules anglaises? À quel moment tu dis, tiens, je vais les pratiquer parce qu'on découvre pas ça comme ça par hasard, quoi. Il y a une Non, histoire, du j'imagine, tout. derrière. Exactement, c'est une belle histoire. En fait, du coup, moi, donc, comme je disais, je venais de la boule lyonnaise. Donc, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger avec mon sport. Je suis allée en Chine pour promouvoir mon sport. Et en fait, j'ai rencontré un monsieur donc, de la boule lyonnaise à ce moment-là, avec qui j'ai été en Chine pendant 2 semaines. Et après, on a beaucoup gardé contact parce qu'il savait que j'aimais beaucoup voyager en plus. Et un jour, lui, donc, il développait la boule lyonnaise dans le monde entier. Et un jour, il a rencontré des personnes qui jouent à la boule anglaise. Et il a dit, écoute, Cindy, si ça te dit, on va à Londres et on va essayer la boule anglaise. Donc, je dis, allez, vas-y, c'est parti. Donc, on est parti avec 3 autres personnes qui jouent à la boule lyonnaise. Et à partir de là, donc, il était très ami avec Enfin, je dis il était parce qu'il est décédé cette année, malheureusement. Et il était très ami avec un président de la pétanque des Canuts, donc Monsieur Duvary, qui est quelqu'un d'important sur Lyon. Et du coup, ils ont dit en rentrant de Londres, allez, c'est parti, on va créer un terrain en France. Ça va être la nouvelle discipline. Et ils voulaient vraiment être les premiers à promouvoir ce sport en France. Donc à partir de là, on a eu un premier terrain à l'Argentière en Ardèche. Donc affilié à un camping là-bas, qui un camping justement attire beaucoup d'anglais. C'est pourquoi du coup les personnes ils pouvaient avoir des gens du camping. Et en fait un terrain, faut savoir que ça vaut quand même 200 000 euros. Donc on peut pas en faire de partout comme à la pétanque. Et à partir de là, donc on a fait des stages, vraiment. Ça s'est créé quand, ça, du coup? Je te coupe un peu, Cindy, mais ça s'est créé quand, du coup, ce terrain là-bas? Eh ben, ça a été créé en 2018. Ah ouais, donc c'est récent. Donc du coup, par rapport à votre titre de champion, vice-champion d'Europe par équipe en 2019, c'était un petit peu là aussi, je voulais revenir, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Hein, c'est assez chronométré sur ce soir, je suis désolé, c'est un peu la course. Mais ce titre de vice-champion d'Europe par équipe, alors c'était en Angleterre, c'était où un petit peu que ça s'est joué? C'était à Guernsey.
Donc, du coup, c'est pour ça, en 2017, on a été Tu peux rappeler où c'est, du coup? à Guernsey? Guernsey. C'est une petite île, enfin, une petite île anglaise entre la France et l'Angleterre, hein. Et justement, en fait, en 2017, quand on a fait notre premier stage à Londres, on a été entraîné par un champion du monde. Et à partir de là, on a fait des premiers championnats d'Europe quelques mois après en n'ayant joué que 3 jours, en fait. Et au premier résultat, on a fait 12e sur 16. Mais c'est vraiment parce qu'on avait quand même nos bases déjà de la boule lyonnaise. Mmh. Ça nous a beaucoup aidé. Et du coup, à partir de là, on avait une première expérience au niveau international. Et donc, 2 ans après, on a refait des nouveaux championnats d'Europe, puisque c'est tous les 2 ans. Et là, c'est vrai que ces 2 ans, vu qu'on avait un nouveau terrain, on s'est beaucoup entraîné, on a fait beaucoup de stages. On faisait des stages du samedi au dimanche. Des fois, on partait à l'étranger, même pour s'entraîner. On est parti au Portugal pour jouer contre des personnes de là-bas. Et ça nous a vraiment bien, bien aidé. Et du coup, de là, qu'on a acquis notre titre de vice-champion d'Europe, quoi. Alors, je vois les gens qui réagissent, hein, notamment Sissi. Alors, tu dois être sa coach. Comment vas-tu, coach? Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 3 minutes, mais n'hésitez pas à poser des questions sur ces disciplines. Tu parlais notamment tout à l'heure que tu aimais bien voyager. Je voulais revenir avec toi sur un autre sujet. Alors, c'est pas forcément de la boule anglaise, mais c'est sur un défi que tu as réalisé il y a peu de temps avec une de tes amies. C'est le half marathon des Sables. Exactement. Ouais. C'était il y a quelques mois, c'est ça? En septembre-octobre, là, exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai que comme on a eu le Covid, malheureusement, on a été beaucoup privés de compétitions sportives, que ce soit la boule lyonnaise et la boule anglaise. Donc, je me suis pas mal mise à la course à pied. Enfin, j'en faisais déjà, mais du coup, j'ai intensifié. Et on a eu ce défi de se dire, allez, on va faire un semi-marathon des Sables aux Canaries. Donc, c'était une très belle expérience et justement qui, je pense, va me servir aussi à l'avenir, même pour la boule anglaise. C'était un petit peu le défi aussi de travailler son mental et de se surpasser dans ces moments-là. C'est un truc, je me posais la question. Moi, on parlait du lancement de la discipline, hein, tout à l'heure, mais du coup, il n'y a pas de club dans le Jura. Il n'y a que des clubs pour l'instant sur Lyon, c'est ça? Exactement. On a du coup juste un terrain en Ardèche. Et après, là, on essaie de s'adapter. Et du coup, on va dans des gymnases sur des terrains de hand, par exemple. Et on installe des grandes moquettes parce que nos terrains ressemblent beaucoup à de la moquette. Et du coup, on installe des grosses rangées de moquettes et on joue, on s'adapte comme ça pour s'entraîner comme on peut, quoi. Est-ce qu'il y a des coups spécifiques dans la boule anglaise? Tout à l'heure, tu parlais de la forme un peu de la balle que tu lançais, qui fait des trajectoires, mais du coup, est-ce qu'il y a peut-être des techniques peut-être assez classiques qu'on peut mettre en place sur cette discipline? Eh ben, nous, on va dire que les Français, on a une méthode vraiment très à part et je pense que c'est ce qui nous réussit justement dans nos derniers championnats d'Europe. C'est que les autres pays auraient tendance à tirer, on va dire, très minutieusement. Et nous, on va plutôt tirer comme au bowling assez fort. Et du coup, ça déstabilise vraiment nos adversaires. Et nous, on a plutôt l'habitude de tirer comme ça parce que par rapport à la lyonnaise ou même à la pétanque, vraiment, enfin, nous, on y va, quoi, en gros. Et du coup, ça déstabilise complètement les autres et nous, ça nous réussit. Et du coup, c'est vraiment, on va dire, notre marque de fabrique pour les Français, quoi. Pour terminer, Cindy, parce que je vois qu'on arrive à 19h, c'est quoi la suite pour toi, les prochaines compètes en boule anglaise? Eh ben, cette année, on a les championnats d'Europe en Écosse, en mois de juillet, où on va du coup remettre notre titre en jeu. Et l'année prochaine, en 2023, les championnats du monde en Australie, qui auraient déjà dû avoir lieu en 2020 et qui ont été repoussés à cause du Covid. Mais là, 2023, on croise les doigts, ça devrait être la bonne année. Bon, eh ben, on croise les doigts aussi pour que ça soit encore une belle année pour toi et puis pour la boule anglaise. Merci encore à toi, Cindy, d'avoir été présente. Eh ben, merci à toi, Quentin. Ouais. Et puis, tu pourras partager, bien sûr, l'interview sur toute la communauté de la boule. Et puis, en tout cas, bonne soirée à toi. Merci. Et puis, à très bientôt. Pareillement, bonne soirée. Salut tout le monde. Merci. Alors, on enchaîne. Hein. Merci encore à Cindy pour sa présence. On va enchaîner avec le biathlon, parce que ce week-end, il y avait une Coupe de France du côté
des Contamines Montjoie et on va recevoir notre ami Léo Raffin. Bonsoir Léo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu, d'une part sur ton week-end, un petit peu ton parcours et puis aussi sur la cagnotte que tes proches ont lancée il y a cette année pour te soutenir. Avant de débuter, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ton âge, d'où tu viens et puis un petit peu ce que tu fais en dehors du biathlon, parce que je crois que tu as un cursus aussi scolaire, universitaire. Ouais, alors moi c'est Léo Raffin, j'ai 22 ans. C'est ma première année senior en biathlon et je suis au club au Juraski depuis tout petit. J'ai fait donc ça fait 5 ans que je suis 6 ans même que je suis au comité régional du Massif jurassien. Il y a eu une année où j'étais en équipe de France junior et ouais à côté du biathlon, je viens d'intégrer en septembre dernier un master à l'école de management de Grenoble. Ça s'appelle le programme des grandes écoles. Voilà. Programme des grandes écoles, donc ça augure de belles perspectives pour toi, pour la suite, j'imagine avec ça. Ouais, après, c'est sûr que une carrière en biathlon, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Du coup, faut prévoir un peu l'avenir. Et on a la chance en tant que sportif de haut niveau de pouvoir accéder à une école comme ça, avec un programme aménagé et tout ça. Et donc ouais, vraiment, c'est top, quoi. Mathis, qui commence déjà en disant Mathis Plaisance, qui dit un super mec, Léo. Tu as peut-être pas évoqué, mais cet été, tu as été aussi en Norvège, hein, c'est ça, Ouais. pour t'entraîner. C'était comment l'expérience un peu là-bas dans le pays du biathlon? Alors, ouais, c'est vrai qu'en fait, en fin de saison dernière, et ben en fait, j'allais attaquer ma première année senior et j'avais envie de voir un peu autre chose, de voilà, j'ai passé des super années au comité régional, mais j'avais envie de voir découvrir autre chose. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'aller s'entraîner dans le pays du biathlon. Et du coup, j'ai fait envoyer quelques CV sportifs à des équipes privées là-bas, parce que ça marche pas en équipe régionale, c'est que des équipes privées. Et du coup, il y en a une qui m'a répondu, et donc j'ai rejoint pendant 5 mois une équipe qui s'appelle la Team Woodcon. Et, Ok. donc j'ai rejoint pendant 5 mois à Lillehammer euh, pour m'entraîner avec eux, et ça a été vraiment une super expérience. J'ai fait des rencontres, des super rencontres, je me suis fait des bons copains, et c'est assez incroyable là-bas, comme le biathlon est important, et comme ce sport et le ski nordique est Mm. roi. On voit un commentaire de Evin Sporaland. Alors, Ah, c'est mon. sorry for you, Edwin. We can't to do English subtitle. On essaiera de lui traduire peut-être en privé, mais c'est vrai que c'est compliqué comme ça en direct de traduire. Tu as commencé à quel âge le biathlon, Léo? Parce qu'on l'a pas forcément dit tout à l'heure. Le ski de fond, j'ai commencé vraiment tôt. Je pense j'ai commencé le ski tout petit à 2-3 ans. Et le ski de fond, j'ai commencé au club au Le biathlon, Juraski tu veux dire? à 7 ans. Et après, le biathlon, c'est venu un peu plus tard, à 10 mètres déjà. J'ai commencé à 11-12 ans. Et après, à 50 mètres, à 14-15 ans. Ouais. Alors, on peut dire que c'est un peu tard ou pas, je sais pas, j'arrive pas trop à m'imaginer par rapport à la discipline, parce qu'il y en a plein qui font aussi le parallèle entre ski de fond et qui font la bascule entre les En deux fait, disciplines. Donc, ouais, c'est ça. En fait, tout le monde commence par le ski de fond en général. Et on passe au biathlon avec des caras à air comprimé vers 10-12 ans et pendant 2-3 ans. Et après, on peut seulement tirer à 50 mètres à partir de 14 ans. Donc, c'est pour ça que tout le monde commence assez tard, en fait, finalement, le biathlon. alors, comme je le disais en introduction, ce week-end, Léo, c'était la troisième étape de Coupe de France aux Contamines. Jeudi, sur l'individuel court, tu as eu un petit peu la malchance de tomber et d'endommager ta carabine. Comment elle va, ta carabine? Parce que c'est un peu votre... Pour l'instant, elle est sur la table d'opération. C'est Franck Ah, Badiou qui est en train de s'en occuper. Parce que elle est en deux, quoi, donc impossible après, j'ai fini la course quand même, et c'était pas facile de tirer avec une carabine cassée, forcément. Et après, j'ai eu la chance, c'est que pour finir le week-end, il restait 2 courses, sprint poursuite. On m'a ramené une carabine du Jura, l'ancienne de Cyril Clément, qui est coach maintenant au Massif.
jurassien. Et du coup, les coachs ont tout remis mes pièces et tout ça sur la carabine de Cyril. On a tout rajusté et tout le jeudi soir. Et j'ai pu courir Ok. le vendredi, samedi. Alors c'est vrai que tu es monté pardon, sur ce week-end. Je vois d'ailleurs Tom Bourgin-Millet qu'on avait eu sur le média que je salue également. Ça s'est fini pour toi assez bien avec une 5e place en poursuite. Ouais. Quel bilan tu tires un petit peu de cette 3e étape de Samsi, parce qu'il y avait 3 courses, on le rappelle, avec une belle fin pour toi. C'est quoi un petit peu le bilan que tu tires de ces 3 courses? Finalement, bilan un peu mitigé parce que déjà, casser la carabine, c'est quand même un objet qu'on utilise tous les jours et qui nous appartient. C'est quand même quelque chose qui nous tient un peu à cœur. Donc forcément, quand j'ai eu ma carabine cassée, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Et sur le sprint, ça a été un peu difficile de tirer avec une nouvelle carabine avec laquelle je n'avais jamais tiré. Un peu beaucoup d'appréhension et tout ça, donc c'était pas simple. Et finalement, c'est pensé un peu parasite du sprint. J'ai réussi à les enlever sur la poursuite pour faire une belle remontée avec un 19 sur 20. Donc, réussi à dompter la carabine de Cyril. Et tu disais tout à l'heure, dans ton parcours, tu as expliqué ton passage en équipe de France junior en 2018. Comment t'expliques que ça s'est pas super bien passé, que tu n'as pas réussi à y rester dans l'équipe fédérale? C'est vrai C'est quoi un petit peu que explique? l'année où je suis entré en équipe de France, c'est cette même année où j'ai réussi à avoir, j'ai eu des problèmes au dos qui m'ont empêché Ok. un peu de skier à mon niveau et je prenais même plus de plaisir en fait parce que dès que je skiais un peu fort, j'avais mal au dos et le tir allait bien, hein, mais le problème c'est qu'il faut skier vite aussi. Et du coup, ça a été compliqué. Après, j'ai enchaîné avec une année où j'ai fait un surentraînement avec des blessures et tout ça, donc compliqué. Et après, l'année Covid, où toutes les courses ont été annulées et tout ça, donc Ça va vite, ouais. ça va vite. Mais Fallait ça. je me suis vite retrouvé en senior, en fait. Ouais, et puis on voit les commentaires. Il y a ton coach, Cyril Grand-Clément, qui était là aussi, on le salue, et aussi Pierrick. C'est vrai que on va parler de cette cagnotte. Ils expliquaient tout à l'heure, il y avait une question, quand est-ce qu'on parle de la cagnotte? On va y venir, mais sur cette cagnotte, justement, il y a marqué dans la présentation un petit peu de ton projet, la saison 2021-2022, c'est la saison de la dernière chance. Et tes objectifs sont élevés, à savoir retrouver l'équipe de France performer en IBU Cup. Donc, pour expliquer aux gens, c'est le circuit B juste avant la Coupe du Monde. C'est vrai que il y a énormément d'athlètes qui souhaitent aller au niveau, qui s'entraînent dur, comme toi, comme tous les autres, et qui arrivent des fois pas forcément à percer. Pour l'instant, toi, qu'est-ce qui te manque pour atteindre cet objectif justement de l'équipe de France B, entre guillemets, de l'IBU Cup? C'est vrai que cette année, première année senior, les places sont de plus en plus chères, hein. Clairement, si tu veux continuer le biathlon en France, il faut être dans les 12-13 meilleurs Français en senior. Donc, vu le niveau actuel, c'est clairement avec la Norvège la meilleure équipe du monde. Et il y a vraiment un niveau qui est de plus en plus dense et assez incroyable avec là même les juniors 2 qui ont vraiment un gros niveau et je pense qu'ils vont être vraiment forts au Mondo Junior. Avec un Eric Perrault, un Oscar Lombardo qui montrent vraiment des belles choses. Et le niveau en France est maintenant assez fou. Donc, pour moi, je suis parti en Norvège, j'ai eu une belle expérience. J'ai essayé de pas tenter un coup de poker, mais voilà, je me suis dit que peut-être que ça pourrait marcher. Et pour l'instant, ce week-end dernier, il n'y avait pas de sélection. Il y aura des sélections sur les prochains normalement. Mais devant, ça performe en IBU Cup, donc les places sont peu accessibles. Donc, il faut être vraiment parmi les 2-3 meilleurs Français hors groupe IBU Cup, quoi. Alors, ce qui est difficile, alors tu parlais d'Oscar Lombardo, je ne sais pas il est présent ou pas. Oscar, on le salue. C'est compliqué aussi même pour les Français en IBU Cup parce que le niveau est extrêmement relevé. Tu parlais des Norvégiens, mais même d'autres nations. Chez les garçons ou chez les filles, on parle de l'antichambre de la Coupe du Monde, mais des fois, c'est limite du niveau Coupe du Monde par moment, quoi, avec certains athlètes, quoi.
Bah, clairement, là, on voit Johannes Dahlé qui est en IBU Cup actuellement, alors qu'il fait 5e du général l'année dernière en Coupe du Monde. Bah, Philippe Anderson qui gagne l'année dernière qui a mon âge d'ailleurs, un Norvégien qui gagne le classement IBU Cup. Et là, il fait un podium au Grand Bornand. Enfin, ouais, clairement, là, en IBU, le niveau, il est très, très proche du top de performer en IBU Cup. C'est qu'on performe forcément en Coupe du Monde, quoi. Donc, le niveau est très dense. Et après, pour ce qui est de l'équipe de France, bah, c'est une équipe qui est assez jeune par rapport aux Norvégiens ou aux Allemands. Et donc forcément, il y a quand même 2-3 juniors dedans, donc forcément c'est un peu plus compliqué face à des biathlètes qui ont 25, 26, 27 ans. Ah ouais, et par rapport, par rapport à cette cagnotte, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas toi qui l'as lancée. Alors elle s'appelle, alors c'est sur la plateforme de sportifs qui s'appelle I Believe in You. D'ailleurs je crois que le titre de la collecte entre guillemets, je crois que c'est en ligne de mire, ma ligne de mire. Ouais. Comment ça s'est passé cette cagnotte? Qui c'est qui a eu l'idée de la lancer? En fait c'est Louis Janier, qui est une ancienne coéquipière et qui est une amie. Je crois qu'il y a des ski clubs de Verrières, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Il y a sa sœur Léonie qui est encore au comité avec moi. Et Louise, elle a arrêté l'année dernière, en avril dernier, le biathlon. Et en fait, elle avait un projet en fait où elle devait aider un sportif avec son école. Elle avait un projet où elle devait trouver un sportif et l'aider en créant une cagnotte sur la plateforme I Believe in You. Et du coup, elle m'a envoyé un message pour savoir si ça m'intéressait. Et forcément, bah, ça tombait bien en plus avec la Norvège, parce que j'ai eu des frais un peu plus supplémentaires par rapport à une saison traditionnelle. Mais enfin, c'était voulu, quoi. Et du coup, bah, elle m'a proposé ça et bah, j'ai tout de suite dit oui. Et du coup, c'est avec elle et ses 2 camarades qui gèrent un peu ça. Donc c'est vraiment gentil de leur part et d'avoir pensé à moi et de tout faire quasiment. On partagera d'ailleurs hein, le lien parce que je crois que la cagnotte s'arrête bientôt dans 4 jours, il me semble. C'en est où justement? Alors, moi, la question que je pose de base, c'est ça coûte combien d'ailleurs une saison de biathlon? Alors peut-être spécifique cette année parce que tu es parti en Norvège, mais en moyenne, ça vous coûte combien une saison? Je dirais qu'en général, les années, c'était au comité, c'est environ 3000 euros, 3500 euros. Tout dépend un peu de où on part en stage, les compétitions, etc. Mais ouais, en général, c'est 3500 euros. Il y a mon club au Juraski, que je remercie, qui prend une partie du coût. Donc, heureusement que les clubs sont là pour nous aider, parce que ça reste assez cher. Et après, en plus, il y a les skis, il y a tout ce qui est à côté, les déplacements privés pour aller à l'entraînement, quoi. Mais juste la facture du comité, c'est environ entre 3000 et 4000 euros, quoi. Tu as des sponsors aussi qui t'aident un petit peu dans le coin, dans le secteur? J'ai ATM à Pontarlier, Lacroix Emballage à Bois d'Amont et FTTA qui m'aident financièrement, et heureusement qu'ils sont là. Et du coup, elle en est où cette cagnotte alors du coup, Léo, là? Je crois c'est pas mal, hein. Je remercie vraiment tous les gens qui ont participé, c'est vraiment super gentil et de m'aider. Et je crois qu'on doit être autour de 75%, quelque chose comme ça. Ouais, alors je suis précis dans les chiffres, je suis sur ta page, Léo, on est à 66%, 1440 euros de collectés sur les 2200 prévus. Donc, bah, celles et ceux qui veulent, hein, bien sûr, il reste 4 jours. N'hésitez pas, le petit geste est le bienvenu, peu importe la somme. Ça peut t'aider pour t'aider à finir la saison qui va être très importante pour toi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors tu parlais des prochaines échéances de sélection. Alors c'est quand du coup? Bah déjà on a une course régionale semaine prochaine, la prochaine course dans 10-15 jours là. Et après fin janvier, ce sera au col de Porte pour la 4e étape du SAMC National Tour. Donc là, c'est toujours particulier parce qu'il y avait je crois que c'était Caroline Colombreau ou peut-être Lou Jean Monod aussi qui expliquait, alors des fois un petit peu l'usure non, c'était Léna Arnaud, pardon, qui nous disait sur le média que l'usure des sélections des week-ends, alors ce soit en SAMC ou même en IBU Cup, de devoir performer à chaque fois pour soit avoir sa place en IBU ou maintenir sa place en IBU,
pareil, quand tu arrives, toi, sur un SAMC, tu dois te dire, je dois performer pour atteindre ces objectifs, quoi. Ouais, mais Ça doit pas être après, simple tout le temps, c'est un peu le propre du sport de haut niveau, quoi. Il faut être hein. toujours bon et toujours en vouloir le plus. Et donc, enfin, moi, je pense que c'est normal d'avoir des sélections et ça nous apprend beaucoup à être toujours, à essayer d'être toujours au top, du moins. En tout cas, merci beaucoup, Léo. On va Ah, devoir d'accord. s'arrêter parce il y a ta collègue du Massif aussi qui reste, hein, qui va arriver, Coralie Langel, qui va poursuivre l'interview. Donc, merci à toi. Plein de bonnes Voilà. choses Merci à pour toi. ta saison. Merci. Et puis, à très bientôt, en tout cas. Et je salue d'ailleurs Valentin Chauvin qui nous rejoint. On va parler de la fille qui a brillé ce week-end en biathlon, hein, donc toujours au même lieu, au Contamine Montjoie. Elle a remporté les deux courses ce week-end, le sprint et la poursuite. Il s'agit de Coralie Langel du club de Mont-Noir. Donc on va l'accueillir. Alors je crois qu'elle sait. Non. Alors il faut qu'elle soit sur un téléphone portable, Coralie. Sinon ça ne marche pas. Ouais, je vois que tu es sur. Je peux pas t'inviter, donc je sais pas si tu n'as pas la bonne version d'Instagram ou si tu es sur un ordinateur, mais il faut être sur un téléphone portable, ça marchera mieux. Avant qu'elle nous rejoigne, parce qu'on a à peu près 10 minutes, c'est vrai qu'il y avait les sélections d'ailleurs, hein, pour les championnats d'Europe juniors de biathlon qui sont sortis aujourd'hui. Alors Coralie, grâce à ses deux succès ce week-end, fait partie de la liste. Et il y aura aussi une deuxième biathlète du Massif jurassien, Noémie Romonet, qui est du club d'Oyer-Paillet. Alors c'est plus dans le Doubs, mais il fait partie du Massif jurassien, qui est sélectionnée pour participer. Alors je vais voir si... alors, est-ce que je peux pas l'inviter? Il y a un problème pour l'inviter. Alors, je pense qu'il faut que Coralie, je ne sais pas si tu m'entends, il faut que tu passes sur ton téléphone portable parce que je ne peux pas t'inviter. Peut-être sur ordinateur ou pas, ou télécharger peut-être une nouvelle version d'Instagram, parce que pour l'instant, je ne peux pas t'inviter à rejoindre la conversation. Alors, je vois qu'elle s'est déconnectée. Elle va arriver bientôt. Ah ben voilà, très bien. Impeccable. Ça marche. Bonsoir Coralie. Bonsoir, pardon. Non, non, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du direct, comme on dit à chaque fois. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur, comme on le disait, sur ton week-end assez incroyable, hein, du côté des Contamines Montjoie. Alors, Oui. il y avait déjà des prémices, hein, sur le tour précédent après Manon où tu avais fait troisième sur la poursuite. En arrivant aux Contamines, l'objectif c'était de faire un, deux, trois podiums. C'était quoi un petit peu l'état d'esprit? Bah, en fait, j'avais pas forcément je pensais pas forcément résultat, je voulais juste faire des bonnes places pour rester en jeu et essayer d'aller chercher la sélection pour les championnats d'Europe. À aucun moment j'avais pensé à gagner, voire faire un doublé. Surtout qu'en plus, le premier jour, ça marche pas super pour moi dans le sens où je tire à 13/20. D'ailleurs, je pense que ouais, je pensais un peu trop à ces sélections et du coup, ben, le lendemain, je suis allée un peu plus la tête froide et derrière, ben, ça marche. J'ai fait comme je savais faire et donc voilà. Alors beaucoup de réactions d'ailleurs, hein, ceux de Romain, la Coco la machine. Il y a pas mal de commentaires déjà sur ta performance. On parlait aussi tout à l'heure de Léonie Janier aussi. Euh, Cette course, c'est vrai que le sprint que tu gagnes, quand tu repars le lendemain, repartir en tête comme ça, c'est une situation que tu n'as pas forcément connue Ouais. souvent. Comment tu l'as vécu? Ouais, c'est vrai que je suis jamais partie avec le dossard 1 et ben, la veille j'avais fait enfin j'avais vu avec mon coach et il m'avait dit surtout pense pas résultat, tu fais attention, tu vas partir avec le dossard 1, t'as pas l'habitude. Donc du coup il m'avait dit pense à faire comme tu sais faire. Donc j'ai essayé de juste penser à mon tir quand j'étais sur le tir, de passer en mode ski quand j'étais sur le ski. Et au final, ça a vraiment plutôt bien marché pour moi. Et puis c'est vrai que en fait, j'étais plutôt bien. J'avais pas un stress comme j'avais pu avoir l'année dernière sur la dernière manche au Contamine où je suis arrivée sur le premier tapis lors de la Mastart. Et ouais, non, je suis super contente de la manière dont j'ai abordé la course.
Alors, en tout cas, il y a déjà des commentaires. Apparemment, t'es pas là pour trier les Smarties, dit Jo. Et même que tu es sérieuse ce soir, alors que d'habitude, peut-être qu'un petit peu plus rigolote autour des stands de tir. Ouais, non, mais on va dire que des fois je raconte vite des petites blagues, mais là je stresse un peu, alors je raconte pas Il faut trop pas de conneries. stresser, ça va très bien se passer, hein, t'inquiète pas. Alors, c'est vrai que l'an dernier, je me souviens, tu m'avais dit, en championnat de France senior, à un moment donné, t'étais en tête, enfin, t'avais joué les premiers rôles. Et que ça Ouais, t'avait fait bizarre. Je sais pas si ouais, tu te ouais. souviens ou pas. Oui, oui, je m'en rappelle. Euh, là, du coup, tu as un peu prévécu la même chose, sauf que effectivement, l'adversité était différente parce qu'il n'y avait pas Mm. tous les membres de l'équipe de France et l'équipe de France B. Ouais. Euh, on apprend quand même de ce genre d'expérience malgré tout, même si on va dire les Ben, guest stars en français c'est n'étaient pas drôle là. parce que mon avant-dernier tour en ski, je me suis dit, il faut pas faire n'importe quoi. Et j'avais pensé à cette course où ben, j'étais arrivée et puis j'avais lâché 3 balles à côté. Et donc là, enfin, c'est là que je remarque que oui, c'était de l'expérience l'année dernière et que ça m'a bien servi sur cette course, sur mes derniers tirs, quoi. Parce que je sais, enfin, derrière, il y avait du monde. On jouait, enfin, on était à peu près 4, je crois, pour le podium, voire la victoire. Et, euh, et donc, c'était pas gagné. Si je tirais pas à 5 sur 5, j'avais pas la victoire. Hmm. Donc voilà, donc je me suis vraiment accrochée et voilà. En plus, d'ailleurs, il y a Camille Coupé qui me dit à la fin, oui, j'ai entendu que tu faisais un 5 sur 5, donc j'ai tenté le tout pour le tout. Malheureusement pour elle, elle en loupe 2, mais c'est pour dire ouais, il y avait du monde derrière, quoi. On salue la Team Lynx hein, qui nous a rejoint sur le média. Je les salue, ils sont assez dynamiques. Et c'est vrai que du coup, ton père est-ce qu'il a fait une coupe de cheveux suite à ta victoire? Parce qu'il y a Marie qui pose la question. Est-ce que le papa a fait la coupe du coup? Oui, oui, Il s'est ben, rasé les cheveux, il a fait quoi alors du coup alors en fait, pour rire, avant que je parte, il me dit, alors si tu fais une victoire, je me rase la tête. Et le samedi, ils m'ont fait une surprise. Ils sont venus avec mes amis, ma maman, mon frère. Et là, je lui ai dit, bah alors, t'as coupé les cheveux? Il me dit, non, non, mais il me faut 2 victoires. Donc, il a remis en jeu le, Facile. le pari. Et le soir, malheureusement, ben, il a dû raser la tête. Donc, oui, il a bien rasé la tête. Il doit être beau, il doit être beau. En tout cas, il y a une question. Alors, on est aussi dans le média, un média aussi qui permet d'instruire aussi celles et ceux qui ne connaissent pas forcément aussi les disciplines. Une question de Loris qui dit bonsoir. Quelle est la distance d'une course? Alors, on va peut-être évoquer le sprint et la poursuite parce qu'après les individuels, c'est un peu moins courant en termes de, de, de format. Mais est-ce que Ouais. tu peux expliquer un petit peu Et ben, les deux styles de course? le sprint, donc il y a un couché, un debout, et c'est des boucles de 2,5 pour les filles, donc un total de 7,5. Et la poursuite, elle est en 10 km, donc 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. Voilà, comme ça il a sa réponse. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que tu le disais, grâce à ces deux victoires, on l'a dit en introduction, du coup tu as obtenu ta sélection qui a été sortie aujourd'hui hein, pour les Oui, championnats d'Europe juniors qui débutent le 19 janvier prochain. Alors je ouais, sais plus le lieu d'ailleurs, parce que c'est je l'ai à noté Pokljuka en Slovénie. voilà, en Slovénie, ouais, ce sera dans le journal demain du Progrès. Mais en début d'année, tu voulais faire les universiades alors qu'ont été annulées, je crois. Oui, Du coup, c'est une belle, on va dire, une consolation même supérieure, parce que je pense que le niveau est supérieur sur le championnat d'Europe que sur ouais. les universiades. Bah, c'est clair au début, je voulais vraiment, enfin, mes objectifs, c'était de monter à l'international. J'avais réussi à prendre le ticket pour les universiades. Malheureusement, ben oui, c'était annulé. Donc derrière, j'avais une autre sélection, donc là, les championnats d'Europe. Donc j'ai tout donné pour ça. Et c'est vrai que honnêtement, je suis plus contente de participer aux championnats d'Europe qu'aux universiades. Mais le niveau sera dur. Donc là, mon objectif, de toute façon, ça sera juste de faire comme j'ai su faire ce week-end, les choses de la plus belle des manières, comme je sais faire en tir et en ski. Et le résultat, on verra, on verra. Pour terminer, c'est vrai que tout à l'heure avec Léo, on parlait de la difficulté de l'homogénéité de la France sur le biathlon avec énormément de gens chez les garçons, chez les filles, même pour les billets cup. Ça peut être un objectif pour toi l'an prochain avec du coup cette expérience que tu as accumulée sur ces SAMC ou c'est un peu trop tôt et j'ai envie de dire une saison à l'autre, ça peut tout changer, quoi. C'est ça aussi qui est la difficulté de ce sport aussi. Ben ouais, ouais, c'est clair que ça peut tout changer parce que
2 ans en arrière, j'étais pas du tout dans les classements devant et cette année en faisant le travail, etc., je vois que ça marche et que j'arrive à monter j'arrive à décrocher mon premier ticket à l'international. Donc c'est vrai que oui, enfin, je suis contente dans le sens où ça monte. Après, j'attends de voir, je me prononce pas sur la suite. Je veux juste bien faire les choses et ensuite pas avoir de regrets, c'est tout. Bon, en tout cas, merci en tout cas Coralie. Alors je vois juste pour finir sur les petits commentaires qui sont assez sympas de Gaspard73, alors à nos amis savoyards, qui dit c'est Thérèse Joug, donc ça c'est une fondeuse assez connue aussi, et Gaspard aussi qui continue le tir au pigeon. Alors j'espère que tu feras pas ça sur les championnats d'Europe junior. En tout cas, on J'espère croise les pas. doigts pour que ça marche. En tout cas, merci encore à toi Coralie. Bah, merci Plein de bonnes beaucoup. choses pour la suite. Et puis, bah, on suivra sur les championnats d'Europe junior avec Noémie Romanet aussi, qui Oui. fait partie du comité. Donc, on va la suivre également. Bonne soirée à toi, en tout cas. Merci, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin. Alors, Jésus, Coralie, je sais pas, Pierrick, mais en tout cas, on a gardé le meilleur pour la fin. On va passer au ski de fond. C'était le samedi du côté du col de Porte, justement, là où va être Léo dans quelques semaines. On va passer à un petit Jurassien qui est dans la catégorie U20, qui est originaire de Bois d'Amont, qui s'appelle Roman Gallois et qui a remporté le prologue ce week-end. Donc, on va le recevoir si il est là. Tac. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. J'espère en tout cas, hein, Cyrielle, qu'on va continuer à parler de Coralie Lanchel. Mais en tout cas, on va parler maintenant de ski de fond, parce que le biathlon, c'est aussi du ski de fond. On va parler du ski de fond maintenant, avec un spécialiste. C'est sûr que c'est le meilleur. Valentin qui dit c'est le meilleur, on verra si Roman c'est en tout cas le meilleur pour l'instant de base, c'est toi Valentin hein, dans le Jura, donc j'espère que ça va se poursuivre. Alors, ça se lance pas. Le meilleur pour la fin, Gaston, effectivement, ouais. Il nous reste 10 minutes d'émission, hein, on va un peu plus, 13 minutes, on va essayer de faire durer le plaisir avec Roman, si ça marche. A-t-il du réseau? Alors, ça se lance pas. Alors, j'envoie l'invitation, hein, ça devrait inviter. Alors, ça arrive pas, ça arrive pas, ça arrive pas. Ah, ça marche. Bonsoir Roman. Bonsoir. Enfin, ça marche. Bienvenue dans le média. Merci d'avoir accepté l'invitation ce week-end pour revenir un petit peu sur cette troisième étape de Coupe de France de Samsi. Tu as remporté, ce que je disais tout à l'heure, le prologue de 6 km dans ta catégorie U20, je crois que c'est le vendredi, en skating. Samedi, ouais. Le samedi, pardon, tu vois, on se perd dans les jours. Quatrième au scratch, premier U20, course parfaite, quoi. C'était quoi un petit peu l'état d'esprit en arrivant? Parce que c'est vrai que tu me disais en commentaire ce week-end, tu t'attendais pas forcément à gagner, mais Non, bah c'est vrai que arrivé au col de Port, je pensais pas forcément gagner. Il y avait pas les meilleurs qui étaient pour la plupart en Coupe d'Europe. Et puis c'est vrai que quand on se référait au résultat d'avant, je pensais être peut-être dans les 5. Mais d'ici là à gagner, c'est vrai que c'était un peu une surprise, mais une bonne surprise. Mais bon là, on va pas s'en plaindre, hein. C'est vrai que alors, en début de saison, j'avais eu ton coach, un des coachs de l'équipe du comité jurassien, hein, Ludovic Bourgeois. Vous étiez en stage du côté en Italie. Je sais pas si tu en faisais partie ou pas. non, j'étais pas avec Euh, le Massif Jurassien, mais j'ai il suivi m'a à distance le stage à il Lille. m'a parlé de toi en disant que cette année en U20, il faudrait compter sur toi. Alors, tu l'as expliqué, du coup, il n'y avait pas tous les meilleurs U20, mais tu as réussi à quand même à percer, à faire ton petit bonhomme de chemin sur cette première course. Euh, Ça confirme un petit peu tout ce que tu mets en place depuis le début de la saison. Oui, ouais, c'est vrai que la saison dernière, c'était une belle saison. Puis, arrivé à début de la prépa, on avait pas mal d'ambition. Puis, on a bien travaillé tout l'été avec le Massif, avec notamment Sébastien Mouchet qui nous entraîne avec le Massif régional, et puis Ludovic Bourgeois quand je suis à la maison. Et puis, on n'a pas eu trop de problèmes tout le long de l'été avec
À Arson, une course en skiro qui s'est plutôt bien déroulée, c'était un bon indicateur. Donc, Tissage était dans les clous. Puis c'est vrai que voilà, les résultats du début de la saison sont cohérents avec les résultats précédents, les saisons d'avant. Donc, c'est c'est de bon augure. Je, je- je vois Salomé Dubois, hein, qui était aussi ce week-end, je crois qu'il a fait 14e et 11e, hein, sur les deux courses, qui dit trop fort, Roman. Trop fort la première course le samedi, mais le dimanche, ça a été un peu plus dur sur la poursuite classique, Ouais. où tu as un petit peu rétrogradé. Euh, j'ai tendance à dire, est-ce que le ski de fond, c'est un peu comme le vélo? Il y a des sprinteurs, il y a on va dire des rouleurs, de ceux qui sont un petit peu plus grimpeurs. Toi, t'es plus quoi? Tu t'identifies un peu comme sprinter? Tu préfères le classique, le skating? C'est quoi un peu ton archétype du fondeur? Ouais, c'est vrai qu'il y a plutôt différents profils, surtout à notre niveau, mais moi je suis plutôt polyvalent, je dirais. Il y en a certains qui sont vraiment transcendants dans certains styles, comme le sprint ou d'autres dans les distances. Puis moi je suis assez polyvalent dans les deux types d'efforts. Après, c'est vrai que sur le style skate, je suis peut-être un petit peu plus à l'aise que le classique, mais après voilà, ça se joue à quelques détails et puis on essaye d'être bon partout, il y a pas de préférence ou quoi. Qu'est-ce qui te manque? Alors, c'est la question qui revient souvent, malheureusement, mais c'est vrai de toute façon, il en manque à tout niveau. Mais on parlait des U20 tout à l'heure, qui étaient en Coupe d'Europe en OPA. Qu'est-ce qui te manque encore pour arriver à figurer dans cette OPA? Donc, l'OPA, c'est la Coupe d'Europe, la deuxième coupe avant la Coupe du Monde, hein, Ouais. pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Bah, pour l'instant, c'est vrai que l'OPA, c'est pas forcément un objectif parce que c'est 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 peut-être ceux qui ont par exemple un an de plus que moi qui vont peut-être plus jouer ces objectifs-là. Moi, pour l'instant, c'est vrai que bah, bien sûr, il manque forcément un petit peu de niveau pour réussir à atteindre cette, ces OPA, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à progresser toute cette saison techniquement et puis entretenir la forme. Et puis peut-être qu'un jour le travail payera, puis j'aurai l'occasion de monter en Coupe d'Europe. Mais pour l'instant, voilà, on se concentre surtout sur ce qu'on doit faire en SAMC. Puis voilà, on va pas compliquer les étapes et puis on prendra les Mm. choses comme elles viennent. Alors, ce qui est intéressant que tu dis, tu parles de progression technique. Euh, pour un amateur qui ne connaît pas, un néophyte, quand on regarde à la télé ou même quand on va vous voir, on n'a pas l'impression, alors ça soit peut-être en catégorie U17 à senior, quand on vous voit skier, on se dit, bon, bah, ils savent bien skier, c'est fluide, c'est propre. Euh, j'ai l'impression que non, du coup, comme tu le dis, c'est quoi la technique, c'est quoi que tu dois améliorer, du coup? Bah après, la technique, c'est quelque chose qui est. C'est vrai qu'au début, on a l'impression peut-être que pour les meilleurs, c'est très simple. Mais quand on regarde en Coupe du Monde à la télé, même quand les skieurs ils sont au bout de leur effort, ils arrivent à rester propres. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense, personnellement, je pense que le classique, c'est là où la technique joue le plus. Et d'autant plus encore en poussée. On pourrait se dire que c'est pas le plus simple, mais je pense que c'est le plus dur à réaliser pour que ça soit vraiment efficace. Et puis, avant d'arriver à avoir un niveau qui permette de vraiment avancer, puis d'allier en fait la caisse et la technique, en gros, bah, il faut vraiment travailler. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça du jour au lendemain, puis c'est le fruit de longues heures de travail. J'imagine. Alors, il y a une petite remarque d'Hugo de jour. Alors, à confirmer ou pas, je ne sais pas si l'information est vraie, mais du coup, il me signale que tu es du coup leader au classement U20 en SAMSI. Ouais, ouais, j'en profite un peu pendant que les meilleurs sont en EPA, mais c'est vrai que si on remettait les autres à C'est, leur place, c'est toujours du bonus, mais voilà, c'est vrai que les meilleurs qui sont justement en équipe de France sont pas là, donc c'est c'est bien, c'est bien. Non mais oui, c'est une bonne chose. Elle n'est pas là aussi la difficulté aussi de ne pas avoir l'occasion de se jauger par rapport à eux. Parce qu'à part les championnats de France, euh, du coup, vu qu'ils sont souvent en OPA et redescendent rarement sur les SAMC, c'est pas là aussi où il y a un problème pour vous qui sont un peu en dessous mais qui peuvent pas se confronter à eux, quoi. Bah, après, si, mais c'est fait comme ça. Les sélectionneurs, quand ils sélectionnent pour les coupes OPA, ils savent ce qu'ils font.
C'est-à-dire Mhm. que s'ils sélectionnent 5-6 gars pour monter en OPA, c'est qu'ils sont mérités d'y aller et ils seront sûrement les meilleurs arrivés sur place. Après, on a eu là à Autran l'occasion de se mesurer à certains coureurs qui étaient en équipe de France, qui étaient présélectionnés par exemple pour le Vertura Goms. Même à Bessan, je pense à Simon Chapas Mhm. qui était redescendu. Puis c'est vrai que c'est comme ce que disait Léo Raffin tout à l'heure, j'écoutais, il Merci. faut savoir être bon au bon moment. Puis à Bessan, par exemple, si j'avais été au-dessus du lot, j'aurais par exemple battu Simon Chapaz ou à Outram, puis j'aurais gagné ma sélection. Donc j'ai eu quand même l'occasion de. C'était pas complètement fermé, j'ai eu l'occasion de me mesurer aux autres. Et puis j'ai bien vu que pour l'instant c'était assez fermé le niveau. Ils ont bien travaillé cet été, puis ils méritent leur place en OPA. Donc maintenant, voilà, les plus forts y vont, puis il reste plus qu'à se concentrer sur les prochaines courses et puis essayer de regagner sa chance la prochaine fois, quoi. Pour terminer, Roman, je vois que l'heure file, mais il y a un truc qui m'a marqué ce week-end. Alors, c'est pas enfin, c'est du ski de fond, hein, le biathlon. Il y avait Emilien Jacquelin qui a fait une déclaration à l'issue de sa course. Il s'est plaint un petit peu de ses skis. Pourtant, il avait les mêmes que Fabien Claude, la même marque, avec des fartages, on va dire, presque pareils. Il a remis en cause ses skis alors que ils ont plutôt l'air d'avoir fonctionné pour son coéquipier. Toi, tu as déjà eu ce genre de mésaventure en course? Bah, avec les coachs du Massif Jurassien, je suis plutôt bien entouré. On a toujours des bons skis, que ce soit à la glisse ou au fartage. Donc, je vais pas me plaindre pour ça. Puis après, c'est vrai que j'ai vu la réflexion d'Emilien Jacquelin, puis c'est quelque chose personnellement, moi, qui me plaît vraiment pas beaucoup parce que on peut pas remettre la faute sur les autres, même si on le pense, c'est quelque chose qu'on garde pour soi parce que les techniciens, tout ça, les gens qui se déplacent pour aider les athlètes, ils se donnent à fond. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dommage de s'en remettre là-dessus. Donc, non, même si tu le penses, même si c'est vrai, c'est pas quelque chose que tu dis. Puis même personnellement, ça m'est peut-être arrivé d'avoir des raccoskis une ou deux fois, mais c'est c'est comme ça, faut faire avec. Et puis tu le dis pas forcément. Mais c'est vrai que ces derniers temps, non, ils font vraiment du bon boulot. Puis on a assez confiance en eux. Puis le boulot est vraiment bien fait. Donc pour l'instant, tout va bien. On a vraiment aucun souci là-dessus. En tout cas, il y a un commentaire qui me fait plaisir, je tiens à te le dire, Roman, avant de clôturer, et on va terminer là-dessus. Il y a Gaët Modou qui dit tu es aussi fort en ski de fond qu'en ping-pong. Alors ça tombe bien parce que moi je fais du tennis de table, une pépite. Alors la pépite au tennis de table, c'est quoi ton niveau un petit peu là? Bah, justement, je suis meilleur que Gaëtan Modou. Après, si il a envie de se mesurer à moi, il a qu'à me dire. Je sais pas, je prends la voiture, je suis là en 5 minutes. Mais non, mais en ping-pong, je joue pour m'amuser, mais je suis pas, je suis pas à un niveau C'est sensationnel. vrai qu'en tout cas, tu as la même coupe de cheveux que ton entraîneur Ludovic Bourgeois, que Pouic. Je dois D'ailleurs, dire merci là. ouais. En ping-pong, d'ailleurs, il y a comment une idole un petit peu pour vous, les fondeurs, c'est Valentin Chauvin hein, qui joue bien, hein, Ouais. qui a été champion du Jura hein, au ping-pong. Donc, mais ça t'arrive, d'ailleurs, on parle pour terminer comme ça, je le prends en ping-pong, toi, il le dit même, d'ailleurs, Valentin. Toi, ça t'arrive un petit peu en dehors de faire d'autres sports pendant l'été, pendant la période off un petit peu? C'est Ouais, quoi que bien t'aimes bien sûr. faire? Bah, après, lorsque on est en été, on fait pas mal de sports complémentaires avec le ski roue, le vélo, la course à pied. Puis c'est vrai que c'est des sports que j'aime bien. Après, en dehors, plutôt pour décontracter, j'aime bien l'hiver aller faire du télémark, par exemple. Sport qui fait pas mal travailler les cuisses. Et Hmm. puis l'été, j'aime pas mal aussi les sports co, faire du foot, du basket. Je faisais beaucoup de basket avant, mais c'est vrai que maintenant il y a un petit peu moins de temps. L'emploi du temps se resserre un peu, mais histoire de jouer avec les copains, ça fait toujours plaisir. La prochaine course pour toi, Roman, c'est quand là, du coup? Euh, Calendrier, là? il doit y avoir une course régionale, il me semble, 20 km des Bellecombes, dans la semaine prochaine, donc pas ce week-end-là, le Ok. week-end d'après. Et après, ça sera direction la Clusaz, donc dans 3 semaines, à peine moins, pour du coup la quatrième étape du SAMC. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Bah, Roman. Plein de merci à bonnes toi. choses pour toi. Alors, il faut marquer un commentaire du basket. On en parlera aussi la semaine prochaine dans le média. On essaiera d'avoir un invité pour revenir sur les championnats. Merci encore à toi, Roman, pour ta fidélité. Et Pas puis, de souci. et j'espère que tu as pris plaisir Ouais, à échanger aussi et puis à rigoler aussi avec tes camarades du Massif qui vont te chambrer un petit peu, je ouais, pense. j'ai Et l'habitude. puis, on remercie Jules Chapaz aussi, hein, qui vit la Clusa. Oui, mais là, c'est un média jurassien, hein, Jules. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle que des athlètes jurassiens.
Merci à toi en tout cas, Roman. Merci. Bonne soirée Bonne soirée. et puis à bientôt. Au revoir. Ciao. Alors, on remercie Roman pour sa présence. Merci à vous aussi d'avoir été présent. On se retrouve du coup jeudi pour une deuxième émission hebdomadaire. On va parler cette fois-ci de nutrition. Ça tombe bien parce que tous ces champions qu'on a reçus ce soir, ils doivent avoir une nutrition irréprochable, entre guillemets, je dis bien, j'espère. En tout cas, c'est le cas. Donc, on fera le point avec Alexandre Dallot, un diététicien, un nutritionniste dans le sport, qui fait du sport aussi. Donc, on verra ça avec lui. Bah, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. On pourra retrouver d'ailleurs l'émission dès demain sur YouTube. Bonne soirée à vous et puis bah, à très bientôt. Allez, ciao.